dès qu'on fait de l'économie, on se rend compte d'ailleurs de la similitude des situations. La question qui a été posée là, c'est comment s'est mis en place le processus de casse de Yalta. Et ce n'est pas du tout un objectif idéologique, la casse de Yalta. Pas du tout. C'est un objectif économique. Et moi, cet objectif économique, avant que ne soit plus massivement publié, sorti à la fois des archives et des travaux, je l'ai perçu, et des travaux spécifiques d'ailleurs, sur ce qui se passait aux États-Unis en matière d'intention à l'égard de l'Union soviétique. Je l'ai perçu dans cette collaboration américano-vaticane en Europe orientale. C'est-à-dire, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas du tout gêner l'Union soviétique qu'ils veulent. C'est pas du tout embarrasser la Pologne, la Tchécoslovaquie. C'est reconquérir ces zones. C'est-à-dire que là, on voit se mettre en place ce qui est finalement l'objectif de l'impérialisme dès sa constitution. C'est-à-dire, pour les impérialistes développés, la nécessité d'utiliser un espace à l'origine moins développé, l'espace est-européen, qui n'a pas été entièrement conquis par le capitalisme au XIXe siècle ou tardivement, et qui dispose de matières premières remarquables et évidemment de masse de main-d'œuvre. On n'est pas seulement dans la guerre au communisme là. On est dans la perspective d'un impérialisme dominant qui, comme tout impérialisme dominant, dit toujours « je n'en veux pas un bout, je veux tout ». C'est la question posée pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme d'ailleurs dans la Première. C'est la question posée, ce sont les pratiques mises en œuvre à partir de la fin de la guerre, et évidemment dans le cadre d'une très forte concurrence interimpérialiste qui est dominée par les États-Unis et l'Allemagne, et qui correspond d'ailleurs tout à fait à ce que vous disiez tout à l'heure sur le cas de la Pologne. En Pologne, il est clair que les États-Unis contrôlent telle partie, il est clair que l'Allemagne contrôle telle autre partie. Et tout ça dans le cadre d'une concurrence interimpérialiste très très forte, hein, parce que les États-Unis et l'Allemagne ne sont pas du tout d'accord sur l'utilisation de la Pologne, de la Tchécoslovaquie et du reste. Hein. L'Allemagne a vu d'un œil très défavorable que les États-Unis la supplantent à partir du XXe siècle dans l'ensemble de la sphère orientale. Et on a des intellectuels, voilà, dont la tâche, consciente ou pas consciente, est quand même plus ou moins consciente, hein, dont la tâche est de justifier cet état des choses. Voilà. Donc, quand on fait de l'histoire avec des sources, évidemment, on ne se place pas dans ce cadre et par conséquent, on n'a pas de place dans le dispositif de mise à disposition du peuple des connaissances historiques. Voilà. C'est comme ça, c'est la réalité. On a encore bien de la chance quand on a la possibilité d'utiliser les sources et de trouver un éditeur. Mais évidemment, l'opération Livre noir du communisme, c'est une opération dont il est déjà clair depuis l'origine qu'elle était politique, qu'elle était financée par les États-Unis, par l'ensemble des grands pays impérialistes, et qu'elle n'avait rien à voir avec
une opération de connaissance historique. Ceci étant, quel est l'accès de la population, quel est l'accès respectif des populations au livre noir du communisme, qui a été vendu en Allemagne, rien qu'en Allemagne, je crois, à 1 million d'exemplaires la première année. Je ne suis même pas sûr d'ailleurs que tous ceux qui l'avaient acheté aient pu lire cet infâme machin dont le caractère scientifique est rigoureusement nul. Mais voilà, on a une idée là de ce qu'est le rôle des sciences sociales. Et le rôle des sciences sociales dans le dispositif général de propagande, bon, c'est certes un rôle moins direct, moins quotidien que celui de la presse quotidienne qui est directement contrôlée d'ailleurs par les forces du capital. Mais c'est un rôle majeur tout de même, parce que la sphère scientifique, la sphère de la culture occupe dans le dispositif de propagande une place non négligeable. Ça explique d'ailleurs le très considérable développement qui a été donné à la parole des historiens dans la propagande audiovisuelle. Hein. L'utilisation de l'histoire à la télévision et à la radio a connu une accélération considérable ces dernières décennies. Considérable. Elle n'est pas nouvelle, bien sûr. Les historiens ayant toujours été un élément décisif dans l'appareil de propagande des États et des classes dirigeantes, mais il est incontestable que dans les 40 dernières années, cette promotion a été tout de même très, très développée et que ça a mis certains historiens pratiquement dans la position des journalistes bien en cours. Je le répète, il ne faut pas inventer des choses entièrement nouvelles, ça n'est pas entièrement nouveau, mais il ne fait pas de doute que la connaissance, la mauvaise connaissance historique est aujourd'hui un élément extrêmement important du dispositif général de propagande. Moi, je voudrais dire une chose sur la question de Purge qui était en historie, en université. Il n'y a aucun chercheur en 30 ans en la Pologne qui essayait d'examiner des archives sur la question très importante pour la Pologne, comme les massacres de Katyn. Mais bien sûr. Parce que c'est le thème très, très politique. Et si quelqu'un veut chercher quelque chose sur les Katyn, il va être totalement détruit par les médias, par d'autres historiens, par l'extrême droite. Et c'est le cas de Grover Furr. Lui, il pouvait faire ses recherches parce qu'il était américain. Et comme tu es américain, tu es quelqu'un meilleur. Il y a un laissez-passer, de toute façon. Lui-même étant en position de très grande infériorité à l'égard de ses collègues. Hein. En plus, il se trouve que Grover Furr n'est pas lui-même historien. Hein. C'est un romaniste. Bon, enfin, s'il était historien, il aurait les mêmes difficultés. Ceci étant, il a au moins liberté d'accès. Mais ce que vous dites sur Katyn, je dirais que c'est général. Qui en Pologne aujourd'hui peut travailler sérieusement sur Pilsudski et Beck? Personne, sauf à ne pas faire carrière. Je présume qu'il y a des gens scrupuleux, si les archives sont ouvertes, qui fourrent leur nez, mais de toute façon, ça ne leur donne pas un poste à l'université. C'est très clair. Un poste à l'université, c'est lié à une prise de position générale. Ça a toujours été le cas, mais plus ou moins. Plus ou moins. Il y a des moments plus favorables, je dirais, à une certaine
un certain pluralisme, ou en tout cas un minimum de débat. C'est minoritaire, hein, parce que les historiens, c'est vraiment des éléments clés. Ça a toujours été des éléments clés de la politique étatique de propagande.